Bonjour à vous et bienvenue à cette formation au rôle de gardien-gardienne de la paix. Aujourd'hui, on va parler uniquement de ce rôle-là pour faire en sorte que vous soyez des spécialistes du fonctionnement de ce rôle dans le cadre d'une action, que ce soit d'extinction rébellion ou autre chose, pourquoi pas. Pour commencer, il n'y a pas uniquement ce rôle lors d'une action, il y en a plusieurs autres. On peut retrouver les bloqueureuses, qui sont les personnes qui utilisent leur corps pour bloquer la route ou autre chose. On trouve les anges gardiens, les anges gardiennes qui vont prendre soin des bloqueureuses, que ce soit avec de la nourriture, avec un petit coussin à leur glisser sous les fesses, en leur faisant de l'ombre, en leur apportant de l'eau, par exemple. On a les médias activistes qui vont filmer tout ce qui se passe pour garder des traces. On a les contacts police qui vont s'assurer que la communication fonctionne entre la police et le groupe qui fait partie de l'action. On a les observateurs et les observatrices légales qui vont regarder la manière dont la police agit pour s'assurer que tout est fait en ordre. Et finalement, il y a vous, les peacekeepers et les peacekeepeuses, et on va voir exactement ce que vous faites maintenant. Pour une question de clarté, je vais parler de PK en général, parce que c'est plus court, tout simplement. Donc, je ne vais plus dire peacekeepereuse ou gardien, gardienne de la paix, mais simplement PK. Donc, introduction au peacekeeping. Donc, les PK, en général, sont essentiels, en fait, sur chaque action, quelle qu'elle soit, parce que dans toutes les actions, en fait, il y aura d'une manière ou d'une autre besoin de faire baisser les tensions ou d'éviter qu'elles naissent. On peut s'en passer, certes, mais c'est quand même bien d'avoir des personnes qui peuvent être là pour communiquer avec les gens autour et faire en sorte que les tensions soient contraintes à rester au minimum, en fait. Donc, que ce soit sur une petite action très brève, avec un très bref blocage de route, par exemple, ou alors sur une action de visibilité dans la rue ou quoi que ce soit d'autre, ou alors un blocage de masse d'une avenue principale d'une ville ou d'une place ou quoi que ce soit d'autre, c'est important d'avoir ces personnes-là pour faire en sorte que les gens qui seraient en fort désaccord avec ce qui est en train de se passer, qui pourraient se retrouver en colère ou même, et même ressentir de la rage par rapport à ce qui se passe, puissent s'exprimer et se retrouver à devoir faire baisser leur tension. On va voir plus dans le détail après comment ça fonctionne. Donc, finalement, en fait, le but des peacekeepers, pour reformuler, est donc d'éviter la naissance de tensions ou de les réduire à zéro si elles sont déjà existantes. Vous m'excuserez pour la petite coquille sur cette diapositive. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc, le peacekeeping, il peut se faire face à qui? Pour faire simple, au début, on pourrait dire les automobilistes, certes, c'est très vrai. C'est possible que si, par exemple, on bloque une route, les automobilistes se retrouvent extrêmement en colère de ne pas pouvoir aller à leur travail, de pouvoir aller rendre visite à une personne qui leur est chère, de pouvoir aller à leur rendez-vous médical ou quoi que ce soit d'autre. Il faut garder en tête que toutes les excuses en fait, de ces personnes sont parfaitement légitimes et valables. Ce n'est pas parce que pour vous, ces excuses n'ont peut-être pas de sens, ne sont peut-être pas suffisantes pour que cette personne ressente de la colère, qu'il faudrait mépriser ou juger. À aucun moment. La personne qui va ressentir la colère va le ressentir d'après ses normes à elle qui font que ça va amener à ce ressenti-là. Et donc, il faut essayer de le comprendre au maximum. Ça pourrait se faire aussi face à la police. En général, ça n'arrive pas trop. Mais c'est possible que des membres des forces de l'ordre se retrouvent dans une situation d'énervement, par exemple, ou d'incompréhension et qu'il faille discuter avec pour faire en sorte de baisser la tension. Ça pourrait être aussi des passants, des passantes qui circulent juste autour de l'action, qui passent à travers, qui pourraient avoir des mots durs avec les personnes qui sont avec vous, qui sont assis sur la route, par exemple, ou qui pourraient vouloir devenir physiques avec aussi. Et ces personnes-là, il faut pouvoir avoir la possibilité de discuter avec pour essayer de comprendre en fait d'où vient cet énervement ou cette incompréhension de leur part. Ça pourrait aussi être des activistes. On n'y pense pas forcément, mais c'est possible qu'au sein d'une action, en fait, tout le monde ne pense pas de la même façon, qu'il y ait des volontés différentes et qu'à un certain moment, une décision doit être prise et qu'il y ait des divergences d'opinion, ce qui pourrait amener à des tensions, par exemple. Donc, suivant le degré des tensions, ça pourrait être utile d'avoir à faire en sorte de les résoudre, ces tensions. Et voilà, et tout plein d'autres personnes à qui vous pouvez penser. Ça pourrait être des parlementaires qui passent à côté, ça pourrait être
l'épicerie qui se trouve juste en face de vous, qui se plaint de ne plus avoir assez de clients parce que vous bloquez la rue qui passe devant et donc les places de parc qui lui donnent accès, etc., etc. Ça pourrait être concrètement n'importe qui. Mais vous allez vous retrouver, pour résumer, face à une diversité de personnes qui ont toutes leurs caractéristiques et leurs spécificités et qui auront toutes des bonnes raisons, d'après elles, en tout cas, peut-être pas d'après vous, mais ce n'est pas un problème, de s'énerver. Donc, on va parler de communication non violente, mais avant ça, il faut quand même que vous reteniez que la phase de communication en fait, qui découle de ces tensions qu'ils vont avoir avec les gens, elle peut dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre, en fait, par exemple, de niveau d'énervement de la personne que vous allez avoir, que la discussion que vous allez avoir avec la personne. Si cette personne est extrêmement en colère, vous allez devoir peut-être communiquer plus longtemps que si la personne est déjà acquise à la cause. Ça paraît logique. Ça pourrait aussi dépendre de l'existence de solutions concrètes à ce problème. Est-ce qu'il y a une déviation qui a été prévue par la police pour permettre aux automobilistes de passer ailleurs ou non, par exemple? Tout ça, ce sont des facteurs qui vont influencer le déroulé de votre tentative de résolution des conflits avec la personne en face de vous. Et donc, pour résoudre les conflits, on va utiliser la communication non violente. Concrètement, la communication non violente, ça a été autorisé pas mal de fois, dont par un certain Marshall Rosenberg. Et le but est de pouvoir résoudre des conflits de manière clairement non violente. Quand on parle de non-violence ici, on ne parle pas de violence physique ou verbale, dans le sens qu'il ne faut pas faire preuve de violence, mais c'est vraiment la recherche de la non-violence à tout prix. Donc, avant de parler peut-être de comment on doit communiquer avec les autres, c'est important en fait de parler de comment on doit être avec nous-mêmes. Donc, pour véhiculer du calme, ça paraît peut-être évident pour certaines personnes, peut-être pas pour d'autres, mais c'est essentiel de se sentir calme soi-même. Si je veux tout à coup exprimer quelque chose envers quelqu'un, mais que j'arrive en ressentant moi-même une forme de colère, je ne vais pas être reçu de la même manière que si j'arrive en étant posé, en ayant un ton aussi qui affirme le fait que je suis posé, et en étant clair dans ce que je dis, et en véhiculant un certain calme. Donc, il faut garder en tête que nous ne sommes pas parfaits, pas parfaites. Donc, si nous mettons aussi le but d'être calme à tout prix, ça peut aussi nous empêcher d'atteindre ce même but à cause de la pression en fait, qu'on aura exercée nous-mêmes sur nous. En fait. Donc, c'est embêtant. Donc, il faut savoir aussi peser un petit peu tout ça. Donc, c'est important de réussir à faire preuve d'empathie aussi avec soi-même pour essayer de se calmer. Donc, pour vous calmer, différentes techniques existent qui sont diverses et variées. Elles sont propres à chacun et chacune. On pourrait dire que, je pourrais en citer quelques-unes, par exemple, respirer 3 grands coups très profondément, calmement, avec les yeux fermés. Ça pourrait être aussi de penser à toutes les émotions qu'on ressent en ce moment et de les citer dans l'ordre. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens du stress, je ressens de la crainte, voilà, et de les évoquer, d'en prendre conscience. Ça pourrait être de penser à quelque chose qu'on aime plus que tout. Par exemple, le chalet à la montagne que vous avez. Par exemple, cette balade que vous faites régulièrement le dimanche dans la forêt. Ou alors un être qui vous est cher. Et ça pourrait peut-être vous rassurer de faire ça. Ça peut être aussi, comme technique pour vous calmer, de vous imaginer dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être un endroit fictif, mais dans votre tête. Votre petit coin à vous qui arrive dans lequel vous vous sentez en sécurité. Voilà. Il existe d'autres techniques encore. Ça peut être le fait de s'ancrer dans le sol, de prendre conscience de soi-même dans le moment, de ressentir la terre sous vos pieds, de ressentir le vent qui passe sur vos mains et de prendre conscience de ce qui vous entoure. Toutes ces techniques-là, elles sont propres à vous-même. C'est bien de prendre une fois le temps de trouver la vôtre pour essayer de réussir le moment venu à atteindre un certain calme pour ensuite pouvoir le véhiculer. Donc, un bon peacekeeping idéal, c'est un peacekeeping qui commence par votre propre paix, pour résumer.
Pour revenir sur la communication non violente en général, c'est en fait un processus relationnel qui a pour but de transformer les conflits potentiels en dialogue et donc de désamorcer les disputes. Ça, c'est la pure définition de ce que c'est la communication non violente. Et concrètement, ça colle parfaitement au rôle de PK. Donc, une fois calme, les PK peuvent agir en pratiquant cette communication non violente pour amener ou garantir le calme d'après deux principes clés. Ce sont la bienveillance et l'empathie. L'empathie, il y a plusieurs manières dont on peut en faire preuve, en fait. Une qui est assez peu pratiquée dans notre quotidien, en fait, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est le fait d'écouter uniquement écouter vraiment la personne qui est en face de vous. Aucun besoin de la couper, aucun besoin de l'interrompre. C'est vraiment une écoute pleine et complète de ce que la personne nous dit, et pas sur 10 secondes, pas sur 15 secondes, mais sur 1, 2, 3 minutes si nécessaire. Pour que la personne puisse vraiment exprimer tout ce qu'elle a besoin de dire. Un deuxième moyen, mais qui est un moyen un peu moins, qui est encore moins spontané peut-être, et qui peut être mal perçu s'il est effectué de manière un peu maladroite, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'effet miroir. Faire preuve d'empathie, c'est donc essayer de ressentir ce que les autres peuvent ressentir. Et donc, en pratiquant l'effet miroir, on va essayer de se mettre dans la peau de l'autre, de faire comprendre qu'on peut, l'autre personne et nous-mêmes, en fait, se rapprocher. Donc, concrètement, il s'agit de reprendre, par exemple, certains propos de la personne pour prendre conscience et la comprendre, de reprendre une forme de gestuelle, par exemple, de sa part, ou son lexique, ou ce genre de choses, mais sans le faire de manière trop exagérée, sinon on risque ça risque de passer pour de la moquerie, en fait. Et le but, c'est pas de faire ça uniquement dans un but de faire baisser les tensions, mais de le faire de manière authentique. À ce moment-là, il faut que vous vouliez, en fait, faire baisser les tensions si vous pratiquez ce genre de technique. Sinon, ça va presque systématiquement passer pour de la moquerie. Donc, si quelqu'un, par exemple, vous essayez de calmer une personne qui semble stressée, essayez de montrer, en fait, de par votre expression, que vous comprenez son stress. Oui, je comprends parfaitement. Oui, je comprends. Mais je peux vous rassurer, vous pouvez développer ensuite. On va se pencher un peu dessus plus profondément après, donc vous aurez l'occasion de plus approfondir. Ce qui est important aussi pour pratiquer pour faire preuve d'empathie avec quelqu'un, envers quelqu'un, c'est d'essayer de comprendre ce qui est important pour la personne en face de nous. Donc la personne, si on a pratiqué l'écoute active, nous aura dit beaucoup de choses. Et ces choses, en fait, c'est des informations ressources pour nous, à ce moment-là, pour essayer de comprendre ce dont elle a besoin, cette personne. Et puis donc, si on pourrait interpréter, si la personne nous a dit, voilà, moi je suis énervé, vous bloquez la route, ça ne me permet pas d'aller à l'hôpital voir ma grand-mère, par exemple, ben, on comprend qu'en fait, que ce dont cette personne a besoin, clairement, ce qui est important pour elle, ben, c'est de voir cette personne, c'est de voir sa grand-mère. C'est assez évident. Et donc, on ne va pas pouvoir résoudre ce problème en effaçant le blocage d'un coup, c'est évident, mais au moins, à ce moment-là, en fait, on peut faire preuve d'empathie en communiquant en fait, notre compréhension pour son problème. Et c'est quelque chose qui est déjà très important. Une autre chose qu'on peut tenter de faire, qui est un peu plus compliquée parce qu'on reste des êtres humains, c'est d'essayer de deviner ou d'essayer de détecter quels sont les sentiments de la personne en face de nous et quelles sont les émotions que cette personne a. Parce que c'est tout à fait différent si quelqu'un ressent de la colère, si quelqu'un ressent de la rage, ou si quelqu'un, par exemple, ressent une forme de désarroi par rapport au fait qu'elle ne peut rien faire pour passer, ou de la tristesse de ne pas pouvoir aussi atteindre justement son but initial, qui était, voilà, je voulais aller à mon entretien d'embauche, je ne peux pas, ça me désole. Voilà. Les différentes émotions que vont avoir les personnes vont faire que vous n'allez pas communiquer de la même façon avec. Vous n'allez pas essayer d'atteindre un calme identique avec quelqu'un qui est en colère qu'avec quelqu'un qui est juste dans un état d'incompréhension, par exemple.
Donc, le schéma pour atteindre le calme ne va pas être le même. Tout ça, vous pouvez essayer de le pratiquer déjà, cette détection des sentiments et tout ça dans le quotidien, en fait, avec vos proches. Donc, il ne faut pas hésiter de le faire. Et ça permet déjà de faire du bien aux gens qui sont autour de vous, en les écoutant déjà, ensuite en essayant de comprendre et puis de résoudre ces problèmes-là. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner en prenant le temps, voilà, quand il y a votre conjoint, votre conjointe, vos enfants ou autres qui rentrent le soir à la maison, voilà, de leur demander s'ils sont d'accord, si ça leur ferait du bien de s'exprimer pendant 2-3 minutes sur leur journée, sur comment ça s'est passé, et vous ensuite d'essayer justement de faire preuve d'empathie au maximum pour comprendre ça. C'est quelque chose qu'on croit qu'on fait, mais qu'on ne fait pas forcément au quotidien. Donc ça vaut la peine de s'entraîner. Là, on a parlé un peu de la discussion déjà, parce que c'est vrai, on parle de communication, mais avant la communication, en fait, il y a une grande partie du travail qui doit se faire aussi, qui est une partie qui concerne uniquement l'observation, en fait. Et cette observation, elle peut nous donner aussi beaucoup, beaucoup d'informations. Par exemple, si c'est quelqu'un qui arrive de manière chamboulée, voilà, qui arrive, qui est un pas pressé, c'est quelqu'un qui arrive calmement, ça nous donne déjà des infos complètement différentes, par exemple. Mais c'est aussi, l'observation, elle peut être trompeuse. On pourrait tomber dans le jugement. C'est pas parce qu'une personne arrive avec un vélo et un panier de légumes accroché devant que cette personne va être hyper d'accord avec nous parce que vous pensez qu'elle est écolo, par exemple. Donc, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui se sente agacé par ce qui se passe ou qui se sente en colère ou dans l'incompréhension, comme tous les sentiments qu'on a évoqués auparavant. À l'inverse, ça nous donne des informations que, par exemple, un poids lourd arrive devant le blocage, parce que c'est sûrement quelqu'un qui fait ça déjà, c'est son travail, sûrement. Ne conduit pas le poids lourd pour son passe-temps. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui aura des redevabilités, qui est attendu quelque part. Donc, on va comprendre déjà ce genre d'infos, mais ce n'est pas parce que cette personne conduit un poids lourd, par exemple, que c'est quelqu'un qui va être en désaccord avec notre cause aussi. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui a un véhicule que ce sera le cas. Donc, il faut faire attention. Les observations peuvent nous apporter des informations qui peuvent être objectives, mais aussi des informations qui sont extrêmement subjectives. Donc, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Donc, pour résumer, dans un premier temps, il faut essayer de se sentir calme en fait soi-même avant de calmer une tension. Il y a différentes manières pour le faire, pour se sentir calme soi-même, et c'est bien si vous essayez de trouver la vôtre. Ensuite, il faut essayer de faire preuve d'empathie, de comprendre la personne en face de vous. Et pour ce faire, vous pouvez l'écouter. Essayez de l'écouter, vraiment, le maximum. Vous aurez des informations comme ça. Et vous avez un autre moyen, c'est l'observation. En écoutant et en observant, vous recevez une quantité d'informations énormes qui font que vous arriverez le mieux possible à comprendre la personne en face de vous. Maintenant, pour comprendre ce qu'il faut faire, peut-être qu'on pourrait passer par l'étape de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, attention à ne pas quoi? Attention à ne pas juger et critiquer les personnes qui seront en face de vous. Par exemple, tu ne penses qu'à toi. Non, on n'en a aucune idée. On ne peut pas porter un jugement comme ça. À aucun moment, ça va permettre de faire baisser une tension. Attention à ne pas comparer et culpabiliser. Par exemple, ah, moi, je ne mange pas de viande, vous en mangez très probablement, c'est que vous êtes pire que moi. Non, on n'a aucune idée, déjà, à moins que la personne l'ait mentionné avant. Et même si cette personne l'a mentionné, à aucun moment, ça nous permettra de faire baisser les tensions, de faire ceci. À nouveau, une petite coquille au point 3. J'espère de nouveau que vous n'en tiendrez pas rigueur. Diagnostiquer. Diagnostiquer, c'est vraiment poser un pronostic sur une situation que vous pensez établie alors qu'elle ne l'est pas encore. Ça ne va pas vous aider à faire baisser les tensions. Attention à ne pas interpréter non plus. Donc, ce n'est pas parce que la personne, de nouveau, ça va un peu dans le jugement, ce n'est pas parce que la personne, de nouveau, arrive dans un gros 4x4 que cette personne a absolument beaucoup de plaisir à polluer, par exemple. Non, absolument pas. C'est peut-être une voiture qui lui est prêtée par son entreprise, puis il a été obligé, dans le cadre de son mandat, de traverser la Suisse. On ne sait pas. Attention à ne pas généraliser. Toutes les personnes qui, par exemple,
passent autour de vous et qui ont une apparence similaire ne vont pas forcément penser de la même manière. Donc, il faut garder en tête que toutes les interactions que vous allez avoir vont être différentes. Et il ne faut pas se baser non plus sur une expérience ou deux identiques sur un schéma similaire pour faire une règle. Non, tout le monde est différent et ce serait embêtant, en fait, ce serait carrément handicapant d'arriver vers une personne en pensant que cette personne va fonctionner comme ça, va arriver avec cette opinion-là, par exemple, et qu'au final, vous vous trompiez. Parce que ça pourrait vous porter préjudice et ça pourrait même potentiellement faire monter les tensions dans certaines situations. Attention à ne pas véhiculer des préjugés. Vous allez être confronté de manière ou d'une autre à la police. La police n'est pas forcément là pour les raisons qui sont mentionnées souvent, qui sont par exemple absolument avoir plaisir à vous arrêter ou autre. Non, la police est là pour faire son travail avant tout. Certes, il y a des erreurs massives qui sont commises parfois, même souvent dans certains cas. Donc c'est possible. Mais ce n'est pas parce que ce sont des gens qui travaillent avec la police que ces gens vont vous faire du mal, par exemple. Donc faites attention avec les préjugés que vous pourriez véhiculer. Ces préjugés, vous pouvez aussi les véhiculer dans votre discours, vous ne voulez pas forcément les vivre. Donc, si vous êtes dans une interaction avec une personne et que vous essayez de faire baisser la tension et que tout à coup, vous mobilisez un préjugé sur un certain groupe social, par exemple, ça risque de faire naître une tension. Parce que ce préjugé reste un préjugé, elle n'est pas quelque chose qui est neutre, c'est quelque chose qui est biaisé et qui peut justement, d'une manière ou d'une autre, blesser ou toucher la personne ou créer un problème. Donc attention à ça. Attention à ne pas avoir une pensée binaire. Voilà, si vous faites de l'activisme, vous êtes super. Si vous n'en faites pas, vous êtes quelqu'un de mauvais. Non, pas du tout. Vraiment. Il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de le faire aussi. Donc, il y a toute une palette de choses et de pensées à avoir. Donc, la binarité, elle va en fait vous enfermer dans un schéma de pensée qui va faire que les tensions vont peut-être en fait se retrouver cloîtrées. Et ce sera difficile d'en sortir. Attention à ne pas menacer, ça paraît évident, mais il y aurait des menaces toutes bêtes qui pourraient naître. Par exemple, si vous laissez tourner votre moteur, je refuse, je vais m'énerver contre vous, ou quelque chose comme ça. Ça ne va pas permettre de faire baisser les tensions. Attention avec l'affichage de son manque de temps. Vous aurez beaucoup à faire, probablement en tant que PK. Vous aurez sûrement différentes tâches à gérer en même temps, différentes personnes peut-être à calmer, ça risque d'être compliqué parfois, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vraiment dire expressément non, mais en fait, j'ai plus de temps, voilà, il me reste 30 secondes vers vous, machin et tout ça, parce que ça va mettre une sorte d'ultimatum et ça va créer une tension. En fait. Et dernièrement, attention aux conseils non sollicités. Si personne ne vous demande à résoudre un problème, à aucun moment vous allez essayer de le faire. La personne en face de vous ne voit peut-être pas la nécessité de résoudre ce problème qui pour vous en est un, qui peut-être que pour elle n'en est absolument pas un. Par exemple, si cette personne conduit son véhicule, toujours, n'allez pas tout à coup lui proposer des solutions pour se passer de sa voiture. Non, la question n'est pas là. La question là, c'est de faire baisser les tensions pour ensuite peut-être avoir une vraie discussion sur possiblement la thématique qui est abordée dans le cadre de la rébellion contre l'extinction. Donc maintenant, on va voir, vu qu'on a vu tout ce qu'il ne fallait pas trop faire, qui sont dans les grandes lignes des choses qui sont assez naturelles chez les êtres humains en général, mais qui peuvent nous échapper facilement parce qu'on reste des êtres humains. Donc maintenant, on va voir comment on peut procéder pour justement faire baisser ces tensions avec un ordre d'étapes à respecter. Donc, c'est ce qu'on a appelé la technique Clara. Je dis on, c'est pas du tout moi en fait. J'ai volé ça à Extinction Rebellion United Kingdom. Donc, je dis voler, je suis allé chercher sur leur site, c'est à disposition de tout le monde. N'hésitez pas à le faire aussi, il y a beaucoup de ressources. Donc, la technique Clara, c'est une technique qui vous explicite dans l'ordre, en fait, 5 étapes pour faire baisser les tensions et amener à une discussion. Entre autres, à pratiquer la communication non violente dans le but de résoudre des conflits et d'arriver à une discussion. Le premier point, c'est de se centrer, center.
Sur qui? Sur soi. C'est ce qu'on a dit. Vraiment, le but, c'est de prendre conscience de nos émotions, de nous calmer, de faire en sorte que nous soyons bien dans ce moment et que nous soyons prêts et prêtes à agir dans notre rôle de PK. Le deuxième point, c'est listen. Donc, écouter. Mais pourquoi faire? Pour comprendre. Pour comprendre de manière authentique. Donc, il faut avoir l'intention de le faire. Donc, on écoute pour comprendre les principes sous-jacents de la personne en face de vous, ses valeurs et ses émotions. On ne va pas forcément le faire, réussir à le faire, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas essayer. Si on ne peut pas comprendre, au moins, on peut entendre. Si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, vous ne vous sentez pas de dire « je comprends », n'hésitez pas à dire « j'entends ce que vous dites ». Oui. Donc, vous écoutez pour trouver aussi des points communs avec la personne. Ça peut être des points communs très superficiels. J'ai moi-même trouvé comme point commun simple une fois que la personne, l'automobiliste en question, avait une Dacia, et moi aussi j'avais une Dacia. Et au moins, voilà, on a parlé 2 minutes de Dacia, et ça nous a permis de parler d'autre chose et puis de faire en sorte que la situation se calme, en fait, spontanément. On peut aussi écouter dans le but d'obtenir d'autres indices sur ce que la personne pourrait penser sur le moment. Donc, de l'action, de ce qui se passe en général. Le point suivant, c'est de affirm. Affirm quoi? Donc, on affirme ce qui a été dit par la personne. On reformule. Donc, c'est une étape du processus d'empathie. C'est pas pour autant que vous devez être d'accord, justement, comme j'ai dit avant, avec ce qui a été dit, mais c'est simplement, en fait, de prendre conscience de ce qui a été dit par la personne ou de ce qui a été, de ce qui a été véhiculé, en fait, concrètement par cette personne. Donc, ça peut être, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui est en colère? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'en a rien à fiche? Est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait même peut-être faire du mal aux personnes qui sont sur la route, alors qu'il ne va pas le faire, hein, ça n'arrive, je n'ai jamais vu ça arriver, hein, mais qui aurait peut-être, voilà, qui dirait oui, moi, ça me stresse, voilà, de faire ça, il faudrait leur passer dessus. Ou, voilà. Les gens peuvent, dans la colère, dire des choses qui sont fortes. Et donc, c'est de reformuler, ça montre en fait à ces personnes qu'on a entendu ce qui s'est dit et qu'on en a pris conscience. Donc oui, vous ressentez, ok, donc en fait, ce qui se passe, ça vous dérange fortement et vous vous sentez mal. Et ça, voilà. En gros, voilà. Ça peut être une reformulation très simple. Ou alors, ok, donc en fait, vous ne comprenez pas pourquoi on fait ça, d'accord, mais alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Il ne faut pas hésiter. Ensuite, point suivant, donc c'est to respond. Donc, on répond au problème au singulier ou au pluriel. Donc, le problème de la personne, ça peut être, voilà, moi, ça m'énerve parce qu'en fait, ils sont sur le chemin de mon travail, ces gens qui sont assis, et je ne peux pas y aller. Et du coup, moi, je risque de perdre mon job. C'est un problème hyper concret, hyper important, et il faut trouver une réponse à ça. Donc, jusque-là, on est censé être calme, on a écouté le problème, on a reformulé, donc on a compris ce que c'était le problème, et ensuite, maintenant, on va essayer de le résoudre. Donc, la résolution peut être très simple. Ça peut être, alors voilà, si jamais il y a la police qui a prévu une déviation de ce côté, n'hésitez pas à faire demi-tour et vous pourrez contourner. C'est un détour de 2 minutes. Problème très concret. Autre résolution de problème, ça pourrait être, si justement on reprend l'exemple de l'épicerie qui se dit qu'elle n'a plus de clients parce qu'on bloque la rue devant, dire ok, alors est-ce que vous avez des flyers? Puis nous on va, je sais pas, par exemple, je sais pas, on peut aller en poser sur une petite table au milieu de l'action, et comme ça, si les gens ont envie d'acheter une brioche, ils sauront le faire. Voilà, pourquoi pas. Ça pourrait être quelqu'un qui passe à côté, et en fait, le problème que cette personne avait, c'est une profonde incompréhension de ce qui se passe. Par exemple, vous, résolution de problème, alors venez, je vous accompagne, on va aller s'asseoir 5 minutes, et puis discuter comme ça, je peux peut-être répondre à vos questions. Voilà. Les problèmes ne seront pas forcément gros, hein. Faut pas s'attendre à ça, absolument, hein. Mais ça peut être des petits problèmes. Hein. Ça peut être, voilà, excusez-moi, mais j'arrive pas à passer avec ma valise ici, est-ce que vous pourriez juste vous déplacer un petit peu, voilà, et puis voilà. Enfin, ou déplacer, pousser un petit peu ce bateau qui bloque la route, enfin, on ne sait pas. On n'en a aucune idée. Donc,
il faut vraiment s'attendre à répondre à tout ce genre de problèmes qui ne vont pas forcément être des réponses auxquelles vous allez absolument, pour lesquelles vous allez absolument vous plier. Hein. Ce n'est pas parce que quelqu'un demande quelque chose qu'il faut absolument le faire. Vous allez peut-être devoir négocier. Hein. Donc, si la personne demande absolument à ce que vous dégagiez la route, il est évident qu'on ne va pas le faire. Mais justement, il faut trouver une réponse commune en discutant avec cette personne pour le faire. Et les processus, les 3 étapes qui auront précédé vont permettre de faire en sorte que cette discussion se fasse de manière calme. Et tout dernièrement, une fois qu'il y aura une solution au problème, on peut arriver à la dernière étape qui est add, donc où on ajoute des informations. Si la personne se sent en fait d'en recevoir, on ne va jamais imposer quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter à dire bon voilà, déjà merci en fait d'avoir accepté de discuter avec moi jusqu'ici. Je suis content qu'on ait pu faire ça et puis que ça soit bien passé. Maintenant, est-ce que j'oserais quand même juste vous expliquer peut-être quand même pourquoi on est là? Et ça peut permettre de changer l'opinion aussi de la personne par rapport à ce qui se passe. Donc là, on a vu toutes les étapes concrètes qu'il faut appliquer. Ces étapes, elles ne sont pas forcément fixées dans le marbre. Ce qu'on n'a pas évoqué, qui aurait pu être une étape 0, qui est assez importante, c'est de se présenter. Ça vaut la peine. Donc, d'aller vers la personne puis de dire « Bonjour, alors je m'appelle Arnaud. Voilà, il se passe quelque chose là, je vois que ça vous embête. Est-ce que vous voulez me dire pourquoi ?» Voilà. Et là, on entame l'étape où on va essayer de comprendre. Une chose qui peut être faite, qui ne fait pas partie des différentes étapes, mais ça peut être d'arriver avec quelque chose de sympathique vers les personnes. Une boîte de biscuits. Ou alors je sais pas, un petit un dessin qu'un enfant aurait fait pendant le blocage ou n'importe quoi. Puis dire voilà, quelqu'un qui a dessiné ça pour vous, un enfant, ou je sais pas quoi. N'importe quoi, quelque chose de sympathique pour faire en sorte que votre communication commence sur une bonne base. Ça peut être important. Peut-être que je peux vous donner un exemple de peacekeeping qui a fonctionné pour vous montrer que cette technique Clara n'est pas fixée dans le marbre, mais gravée dans le marbre, mais qu'elle peut être un petit peu ajustée en fonction des situations. Lors d'un blocage, une fois, j'ai dû communiquer avec une voiture qui est arrivée très vite vers des personnes qui étaient assises sur la route. Cette voiture s'arrêtait très proche, c'était presque un petit peu dangereux pour les personnes sur la route, et elles laissaient tourner leur moteur. Je vous fais la description de la situation maintenant, extérieure, pour voir peut-être que vous direz dans votre tête, ouais, j'ai une idée de ce qui, j'ai peut-être des stéréotypes en fait de comment sont ces personnes. C'était une voiture de sport avec 2 personnes dedans qui buvaient des energy drinks, qui avaient des ceintures de course comme dans les rallyes et qui écoutaient de la musique à fond dans leur voiture. Alors tout le monde se fait une petite idée ou pas de comment sont ces personnes, mais on reste des êtres humains, on va sûrement avoir des a priori ou des stéréotypes qui vont s'activer maintenant chez nous. Je suis allé vers ces personnes, j'ai toqué à la vitre, j'ai dit bonjour, je m'appelle Arnaud, ces personnes-là, je crois qu'elles ne vont pas bouger, donc ce que je peux vous proposer, c'est que vous preniez un détournement. Donc en fait, j'ai proposé, comme le problème était évident, ces personnes voulaient passer, j'ai proposé la solution tout de suite. Ces personnes m'ont tout de suite répondu que non, en fait. Elles n'allaient pas bouger tant que les personnes sur la route n'allaient pas bouger non plus. C'était un peu embêtant. Donc je leur ai demandé, d'accord, alors est-ce que peut-être vous pourriez m'expliquer, est-ce que vous comprenez en fait pourquoi ces personnes font cet acte-là? Et là, j'ai écouté. Et pendant un petit moment, en fait, on m'a dit oui, voilà, oui, je comprends, voilà, il y a une crise, c'est grave, mais il ne faut pas en faire tout un plat, il y a d'autres moyens d'action. Voilà, c'est un discours qu'on retrouve assez fréquemment, un discours aussi légitime, mais auquel c'est relativement aussi facile de répondre, en fait. Donc, après les avoir écoutés, déjà, j'ai exprimé que je les comprenais parce que fondamentalement, je les comprends. C'est une réflexion que j'ai eue moi-même maintes fois. Et ensuite, j'ai reformulé. Clairement, je dis, OK, voilà, vous
vous ressentez, en fait, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne fait ça, alors que, en fait, ces gens pourraient faire clairement une initiative pour aller s'adresser à des élus locaux ou autres. Et voilà, on a compris jusque-là, c'était clair, tout le monde s'était compris. Ensuite, j'ai reproposé la solution de partir, mais ces personnes n'ont pas voulu et ont coupé leur moteur. Je dis, tant mieux, ils ont coupé leur moteur, on va peut-être pouvoir discuter. Et vraiment, on a pu discuter. Donc, ces personnes qui, dans un premier temps, ne voulaient pas partir, ne voulaient laisser tourner leur moteur et se tenaient dangereusement proches des personnes assises sur la route, pour lesquelles j'avais moi-même des préjugés, mine de rien, au final, on a pu discuter sur la crise climatique. Et c'était fou, parce que finalement, en fait, les deux dans la voiture étaient d'accord. Là, ok, en fait, c'est la merde et c'est légitime ce qui se passe. Et à un moment, il y a même quelqu'un d'une voiture qui a essayé de dégager une des personnes sur la route, physiquement en la tirant sur le bord. Et une des personnes de la voiture avec laquelle je discutais, donc celle qui laissait tourner le moteur au début, est sortie pour interrompre cet acte-là et empêcher l'autre personne de dégager la personne qui était sur la route. Donc quelqu'un qui, dans un premier temps, était en fondamental désaccord avec ce qui se passe, a fini par soutenir l'action avec son corps lui-même. Donc voilà, les étapes n'ont pas été parfaitement respectées dans l'ordre, en fonction de la situation aussi, mais finalement, elles ont toutes existé et elles ont permis en fait une résolution des conflits et même en plus de ça, carrément une discussion autour du climat. Donc je vous dis un grand merci à vous pour votre écoute jusqu'ici. Maintenant, je vais juste me permettre de rajouter quelques détails quant à la rébellion contre l'extinction. Vous avez eu maintenant toutes les infos sur comment on est censé faire désescalader des violences, comment on est censé pratiquer la communication non violente. Je vous invite à le faire entre vous. Si vous êtes deux, déjà, essayez de vous entraîner. Vous pouvez vous mettre face à face. Une personne joue le rôle d'un ou d'une PK, l'autre d'une personne en colère face à une action en cours. Et en un temps donné, fixez-vous 1 minute 30, 2 minutes pour essayer de résoudre les tensions en utilisant la méthode Clara que vous pouvez vous approprier. Un autre exercice est de simplement pratiquer l'écoute active une fois, dans un premier temps. Donc, mettez-vous face à face aussi. Parlez de votre journée, de comment vous vous sentez, qu'est-ce qui vous anime dans la vie, qu'est-ce qui vous donne la force pour faire de l'activisme ou pas, ou qu'est-ce qui vous fait peur, et écoutez-vous. Ça va vous faire du bien, clairement, et ça va vous permettre déjà d'intégrer cette part du rôle de PK qui est essentielle, qui est celle de l'écoute pour la compréhension. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette formation. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas qu'il est important et même essentiel de vous entraîner avant de prendre ce rôle. Donc, que ce soit sur d'autres actions ou que ce soit avec vos potes ou votre famille, c'est vraiment chouette si vous pouvez prendre le temps de faire un petit jeu de rôle où vous prenez quelques personnes le rôle de PK et d'autres le rôle de personnes qui seraient potentiellement en colère ou qui n'apprécieraient pas ce qui se passe et essayer en tant que PK de résoudre ces tensions. Ensuite, inverser les rôles et continuer jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Le moment venu sur l'action, mettez-vous en tête que vous allez avoir comme mission de faire baisser les tensions. Mettez-vous dans ce rôle-là et absorbez-le, ce rôle. C'est vous, en ce moment, qui avez cette mission-là. C'est important. Et ne le laissez pas tomber, ce rôle. Si vous l'avez pris, faites-le s'il vous plaît avec sérieux, parce que c'est important, parce que, en mine de rien, vous avez une place importante dans l'action, et sans vous, l'action ne se passe pas du tout de la même façon. Donc faites-le avec sérieux, avec joie, et ça va hyper bien se passer. À très vite.